La grande édition en direct sur i24 News. Bienvenue, l'actualité au rythme du Moyen-Orient au programme ce soir. Ce sont des malades, des tricheurs, des gens malfaisants, un cancer qu'il faut extirper. Quelle volte-face verbale de la part de Donald Trump qui cogne à nouveau le régime iranien, éclair tardif de lucidité ou nouveau coup de pression de la part d'un président, lassé sans doute du harcèlement auquel se livre Téhéran dans le détroit d'Ormuz, sans doute irrité également par l'avalanche d'appels à son assassinat. Le président américain ne se contente pas de menaces puisque les forces américaines disent avoir frappé des dizaines de cibles iraniennes en réponse donc aux attaques ayant visé des navires commerciaux. La conquête de l'île de Karg est également évoquée par Donald Trump. Et en face, les gardiens de la Révolution revendiquent des tirs de missiles contre des sites américains au Bahreïn et au Koweït. Autre signe majeur de tension, Pete Hegseth, secrétaire US à la guerre, annule en dernière minute son déplacement en Israël. On fait le point ce soir sur ce choc frontal et cette rhétorique explosive. Et voilà pour le sommaire, bonsoir à tous. Le grand virage lexical, un de plus pour Donald Trump. Caduc, dit-il, ce soir, le mémorandum qu'il avait signé sous les caméras il y a à peine 3 semaines à Versailles. Pour le président américain, les responsables iraniens sont des malades et pas question de traiter avec eux. Avant de revenir sur la chronologie des récents développements, allons rejoindre tout de suite notre correspondant qui est à la Maison-Blanche à Washington, Axel Monnier. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonjour plutôt. Alors tout ça c'est dit à à Ankara, puisque le président américain y participe au sommet de l'OTAN. Donc menace ou ultimatum, il évoque des frappes dès ce soir. Oui, effectivement, une menace qu'il vient de réitérer il y a quelques minutes lors de sa conférence de presse pour conclure le sommet de l'OTAN. Il a redit que les États-Unis pourraient frapper grandement ce soir l'Iran. Ils l'ont déjà fait hier en visant notamment, ça c'est la précision de Pete Hegseth, le secrétaire à la guerre, de nombreux bateaux qui empêchaient le trafic maritime au sein du détroit d'Ormuz. Donald Trump qui menace également de frapper des centrales électriques et des stations d'eau, une menace qu'il avait déjà dite il y a à de nombreuses reprises, mais qu'il n'avait jamais mise à exécution. Il veut également relancer le blocus naval contre les ports iraniens. Bref, il semble que la guerre soit de retour, mais quand on lui pose cette question en conférence de presse il y a quelques minutes, il estime que non, ce n'est pas le retour du conflit et que tout ça devrait se terminer très rapidement. Alors comment? Difficile à dire. Donald Trump n'a pas donné de précision. Pourtant, il semble que la solution diplomatique soit très compliquée puisqu'il a dit en même temps qu'il était très compliqué de continuer à discuter et à négocier avec les Iraniens et surtout le prix du baril. On sait que Donald Trump surveille en permanence les marchés et que ça dicte souvent sa conduite. Le prix du baril a explosé après ses déclarations de ce matin. Bref, c'est le grand flou, le trouble est de retour et Donald Trump ne sait peut-être pas même lui ce qu'il veut faire. En tout cas, on va attendre avec beaucoup d'impatience ses prochaines déclarations, ses prochaines actions ainsi que celles de son secrétaire à la guerre, Pete Hegseth. Ouais, le flou, effectivement, et donc il tempère quelque peu ses propos, comme vous dites ce soir, le président américain. Merci beaucoup, Axel Monnier, en direct de la Maison-Blanche, donc à Washington. Et le point de bascule semble avoir été les récentes attaques des forces iraniennes dans le détroit d'Ormuz. Plusieurs navires commerciaux visés par des missiles des gardiens de la Révolution. La réponse américaine semble avoir été massive, puisque le CENTCOM annonce avoir ciblé des dizaines de positions iraniennes. Téhéran a répondu au président américain sur un ton tout aussi menaçant. Résumé en images, Mathieu Windy. Selon Donald Trump, le protocole d'accord avec les Iraniens est caduc. Il ne met pas fin aux négociations pour autant. Pour moi, je pense que c'est fini. Je ne veux plus avoir affaire à eux. Ce sont des ordures. Vous savez ce que c'est ? Des ordures. Ce sont des ordures. Ce sont des gens malades. Ils sont dirigés par des gens malades et sont des gens vicieux et violents. Et s'ils avaient une arme nucléaire, ils s'en serviraient. En ce qui me concerne, c'est fini. Je veux en parler à nos négociateurs. Eux, ils veulent négocier. Ce sont des gens bien, Steve Witkoff, Jared Kushner. Mais ils doivent m'en faire part. En ce qui me concerne, ça sert à rien de perdre son temps avec eux. Ce sont des menteurs. Suite à ces déclarations, les cours du pétrole ont bondi. Depuis le sommet de l'OTAN à Ankara, le président américain affirme que de nouvelles frappes américaines sont probables dès ce soir. L'armée américaine a frappé la nuit dernière 80 cibles liées aux gardiens de la Révolution. Des systèmes de défense aérienne, des centres de commandement, des sites de missiles et plus de 60 petits bateaux ont été détruits. Des frappes en riposte à l'attaque iranienne hier de plusieurs navires marchands dans le détroit d'Ormuz. Objectif de cette opération, selon le CENTCOM, réduire la capacité de l'Iran à perturber le commerce international.
En parallèle, le Trésor américain a révoqué la licence pétrolière temporaire accordée à la République islamique. En réponse, le régime des mollahs a tiré des missiles balistiques et des drones contre le Bahreïn et le Koweït. Il affirme avoir touché 85 sites militaires américains dans les deux pays. Les États-Unis ont des bases militaires. Les gardiens de la révolution menacent de frapper les intérêts américains vitaux en cas de nouvelles attaques américaines. Le régime iranien envisage par ailleurs de paralyser les flux pétroliers mondiaux et d'étendre la guerre à la mer Rouge. Il promet de détruire les infrastructures pétrolières des pays voisins. Ouais, et en marge de ces événements, ces images, les funérailles d'Ali Khamenei, toujours, qui ont franchi cette fois une étape symbolique en Irak, avec un passage par les villes de Nadjaf et de Kerbala, avant le retour de la dépouille en Iran. Un détour qui n'a rien d'anodin, puisqu'il s'inscrit dans la géographie sacrée du chiisme. Nadjaf abrite le mausolée de l'imam Ali, et Kerbala celui de l'imam Hussein, deux lieux majeurs du chiisme. Pour Téhéran, c'est aussi une manière d'afficher son ancrage religieux, son influence au sein du monde chiite, au-delà de ses frontières. Allez, on accueille nos experts ce soir. Mathias Inbar, bonsoir et merci, expert défense avec 24 News, et le colonel Ronen Cohen. Merci d'être avec nous, colonel de réserve de Tsahal. Ronen Cohen, le mémorandum signé à Versailles, il est terminé, en tout cas c'est ce qu'affirme Donald Trump. L'Iran dit plus ou moins la même chose. Est-ce qu'il faut le croire cette fois-ci? Est-ce qu'on n'est pas face à une énième façon de mettre la pression sur le régime iranien de la part du président américain qui veut quelque part continuer la diplomatie finalement? J'estime effectivement que Trump veut poursuivre les pourparlers et qu'on a là des jeux, mais je suppose que cela va continuer parce que les Iraniens essayent de tester les limites et de chercher des failles dans les accords. Et de son côté, Trump essaye de s'en sortir dignement, si on peut dire, face à ses électeurs et face au monde. Donc je ne pense pas que c'est un effondrement des ententes. Il y aura des hauts et des bas et on risque de voir ce type de scénario se répéter. Ouais, d'accord avec ça, Mathias, parce qu'on parle quand même de dizaines de frappes de part et d'autre depuis hier. Est-ce qu'on est en train de plonger dans un nouveau cycle de confrontation? En tout cas, on joue peut-être avec le feu? Ou pas, c'est-à-dire que Donald Trump est en train de nous refaire le scénario de retenez-moi, sinon je frappe. Retenez-moi, sinon je donne des coups. On sait que cela est arrivé plusieurs fois avec Donald Trump. Le gros problème, vous connaissez l'adage, à la fin, c'est la chef de M. Seguin, à force de crier au loup, finalement, on ne croit plus. Et c'est exactement le problème, c'est que à l'époque, il avait promis l'enfer. Plusieurs fois, il avait promis l'enfer au régime iranien. Et là, auquel cas, eh bien, cela n'a jamais été confirmé jusqu'à présent. La seule solution pour que, éventuellement, justement, ça s'embrase, peut-être que vous pouvez poser la question à votre invité, c'est que si jamais l'Iran considère que la MOU est caduque, il entraînera le Hezbollah dans cette guerre et demandera au Hezbollah d'attaquer Israël. Et là, c'est une autre partition. Effectivement, avec les scénarios dans un instant. Mais Ronen Cohen, sur le principe, répondre systématiquement, comme l'a fait l'Amérique là, à l'instant, en tout cas cette nuit, aux agressions iraniennes, à cette terreur du régime dans Hormuz, est-ce que c'est la bonne chose à faire? Est-ce que les Américains ont compris à la longue la logique de ce régime et l'enjeu aussi pour l'avenir de ce détroit d'Hormuz qui conditionne pas mal de choses au niveau mondial? Je ne suis pas certain que les Américains comprennent véritablement le changement profond qui a eu lieu au Proche-Orient. Alors, je ne dis pas qu'ils soient déconnectés, mais pour comprendre la culture régionale, et je ne cesse de le dire et de le répéter à chaque fois que je suis interviewé, cette conception qui veut qu'on finisse les guerres par un accord, c'est quelque chose qui n'est plus d'actualité. C'est vrai pour des pays qui sont des États-nations, c'est même vrai pour des organisations terroristes comme le Fatah, on pouvait peut-être négocier, mais lorsqu'on est face à des organisations comme le Hamas, le Hezbollah, ou à des pays comme l'Iran et la Turquie, qui sont des pays qui ont une idéologie islamiste radicale, aucun accord ne sera respecté. Et ils utilisent la conclusion d'un accord pour se renforcer et se préparer à la guerre d'après. À la fin de la deuxième guerre du Liban en 2006, nous avons signé un accord, il y avait une résolution du Conseil de sécurité, le Hezbollah qui faisait partie du Parlement libanais a accepté cet accord, il y avait les pays membres du Conseil
Conseil de sécurité la résolution 1701. Donc on a eu une période de calme, mais c'était un calme pendant lequel la force Redouane a recruté des milliers de combattants pour conquérir le nord d'Israël. Donc ils n'ont respecté aucun article de cet accord, ni eux, ni le gouvernement libanais. On voit tous les accords qui ont été conclus avec le Hezbollah au Liban et la série d'accords qu'on a fait et des cessez-le-feu qu'il y a eu avec le Hamas dans la bande de Gaza, mais quand l'idéologie est islamiste radicale, eh bien, il faut terminer la guerre et dire dès que vous attaquez, eh bien, nous riposterons. Les accords, en fait, sont aux dépens des pays occidentaux et bénéficient à ces organisations terroristes ou à ces pays islamistes. Et donc des accords trompeurs qui profitent, qui permettent de gagner du temps au régime. Merci beaucoup, colonel Ronen Cohen, d'avoir été avec nous ce soir. Mathias, un mot sur Trump qui recule un petit peu ce soir dans ses déclarations. Pas de reprise de la guerre, c'est ce qu'il dit, alors qu'il avait dit plus ou moins l'inverse juste avant. À cause de quoi, à votre avis? Est-ce que c'est parce que les Iraniens aussi haussent le ton? Ils disent que pas un seul soldat américain ne sortira vivant de l'île de Karg en cas de tentative d'invasion de l'US Army? Non, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, il ne comptait pas aller à Karg. Donc, après, il l'a évoqué. Il l'a évoqué, mais forcément, et il l'a dit, je ne rentrerai pas à moins de pulvériser, voilà, selon ses propres termes, le régime. Et donc, traduction, je ne vais pas y aller. Très clairement, David, ce ne sont pas les diatribes du régime iranien qui ont fait, ou la réponse du régime terroriste iranien, qui a fait que Donald Trump fait plus ou moins marche arrière. N'oubliez pas où il se trouve ce soir. Il se trouve à Ankara, auprès de Recep Tayyip Erdogan, son grand ami, malgré tout ce qui peut se passer autour, que la Turquie, le Qatar, le Pakistan, Oman sont tous derrière Donald Trump à lui dire surtout, ne reprends pas la guerre. Et n'oubliez pas qu'il y a un certain J.D. Vance qui sait pertinemment que si il y a une reprise des combats, c'est pour lui. Parce que ça voudrait dire qu'il a complètement échoué à la tâche. Il a mal lu les événements. Il a mal lu les événements. Et donc, J.D. Vance, futur candidat en 2028, ne peut pas se le permettre. Donc, pour l'instant, tout cela fait que lorsque Donald Trump est seul et qu'il n'a pas de conseiller à ses côtés et qu'il est seul dans le bain de la conférence de presse, tout est dit. Lorsque la conférence de presse se termine, les conseillers viennent lui souffler à l'oreille et on change de version. Oui, intéressant. Trump en roue libre à Ankara, beaucoup moins à Washington. Vous restez avec nous, Mathias Inbar. Alors justement, Israël, au beau milieu de ces tensions, impliquées ou pas, et dans quelle mesure? Ce matin, des responsables israéliens affirmaient ne pas s'attendre pour l'instant à une guerre à grande échelle, estimant que la pression économique restait le principal levier contre Téhéran. Alors est-ce pour autant que la lettre n'est pas maximale? Bonsoir Mathieu Winding. Mathieu, qu'on se le dise, ça anticipe de nombreux scénarios dès maintenant. Bonsoir David. Face à la montée des tensions entre Washington et Téhéran, Israël élève son niveau d'alerte au niveau maximum. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense Israël Katz ont annulé leur participation à une cérémonie militaire pour tenir des consultations sécuritaires d'urgence. Cette décision fait suite aux déclarations de Donald Trump formulées aux côtés du président ukrainien Volodymyr Zelensky, annonçant la fin effective du cessez-le-feu et de nouvelles frappes imminentes contre l'Iran. Autre changement de programme notable, le ministre de la Défense américain Pete Hegseth a annulé son voyage en Israël. Bien que le SAL se déclare pleinement prête à intervenir de manière offensive ou défensive, Jérusalem n'anticipe pas de conflit à grande échelle dans les médias. Selon les experts militaires, notamment celui du journal Maariv, la stratégie de la Maison-Blanche consiste à temporiser jusqu'aux élections de mi-mandat début novembre en évitant toute crise majeure. Plusieurs facteurs limiteraient la marge de manœuvre du président Trump pour s'engager dans une guerre. La volonté de préserver les prix du pétrole, le bon déroulement de la Coupe du monde du football, ainsi que les célébrations du 250e anniversaire des États-Unis qui se poursuivent tout au long de l'été. En conclusion, alors que la République islamique d'Iran semble incapable de répondre aux exigences américaines, depuis Jérusalem, on voit la perspective d'un mauvais accord s'éloigner et la pression économique rester le principal levier d'action.
Merci beaucoup Mathieu pour tous ces éléments. Et Binyamin Netanyahou a évoqué cette hypothèse d'une reprise de la guerre avec l'Iran. Il a pris note de l'annulation de la visite prévue aujourd'hui en Israël de Pete Hegseth, on le disait, le secrétaire américain à la guerre, en raison de ces développements en Iran. Et c'était dans le cadre du podcast de Sharon Gall de la chaîne en hébreu d'I24 News. Écoutons Binyamin Netanyahou. Est-ce que vous avez du nouveau concernant la rencontre avec Pete Hegseth? Non, apparemment, elle n'aura pas lieu. Il ne vient pas? Il a été rappelé à la Maison-Blanche. Est-ce que vous êtes déçu parce que cette rencontre devait probablement être importante, notamment concernant les F-35, la Turquie et toute cette affaire, peut-être même l'Iran? Ou alors vous pensez que ce sont des choses qui peuvent se régler par téléphone? Pourquoi pensez-vous que ça me déçoit? Peut-être que cela signifie autre chose. Alors, question, Israël impliqué ou pas dans le prochain round éventuel de confrontation dans la région? 3 questions ce soir. Elles sont pour le docteur Moshe Ben David. Bonsoir et merci de nous rejoindre, colonel de réserve de Tsahal. Qu'est-ce qui pourrait faire d'abord qu'Israël reste en dehors, cette fois-ci, d'un nouvel affrontement direct entre les États-Unis et l'Iran? Est-ce que c'est possible? Bonsoir David, bonsoir à vous et aux téléspectateurs. À mon avis, les Américains ne voudront pas qu'Israël soit impliqué dans ce prochain round. La raison principale à cela étant que les Iraniens peuvent subir des vexations de la part des États-Unis, mais de la part d'Israël, un si petit pays qu'ils méprisent, si Israël les attaque, ce sera une atteinte à l'honneur iranien, ce qui risque de les entraîner et qu'ils fassent toutes sortes de choses que les Américains ne veulent pas qu'ils fassent. Donc si il y a une attaque américaine, ils voudront qu'Israël reste en dehors. Et quels seraient à l'inverse les facteurs qui pourraient contraindre Israël à intervenir volontairement ou malgré lui, d'après vous? Alors là, ce dont on parle, ça n'est pas une offensive américaine qui pourrait avoir lieu et qui fait partie des échanges de coups en concernant la navigation dans le détroit d'Ormuz. Mais cela pourrait être une des représailles iraniennes suite à une action israélienne au Liban pour dire à Israël, vous ne pouvez pas vous en prendre au Hezbollah qui est sous notre égide, ce qui ferait que les Iraniens tireraient des missiles et nous devrons riposter même si les Américains ne le veulent pas. C'est ça le scénario possible. Donc le prétexte effectivement intéressant du Liban. Alors puisqu'on est, docteur Moshe Ben David, dans les scénarios, en cas d'escalade, est-ce que l'Iran misera sur ses proxys justement contre Israël ou bien sur des attaques directes, frontales, comme on a pu le voir ces derniers mois? Écoutez, le seul proxy qu'il reste à l'Iran, ce sont les Houthis. Or, j'ai entendu aujourd'hui un briefing très intéressant d'un responsable des renseignements qui dit que les Houthis ont des problèmes domestiques. Comme vous le savez, les Houthis sont confrontés à l'armée yéménite libre qui est soutenue par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Ils ont énormément de problèmes auxquels ils sont confrontés. Ils ne voudront peut-être probablement pas s'ajouter à un affrontement avec Israël. Donc je ne pense pas que les Houthis interviennent. Le Hezbollah, quant à lui, a subi des coups très durs et lui aussi est très prudent à cause de sa faiblesse militaire, mais aussi pour des raisons politiques internes au Liban. Quant au Hamas, le Hamas ne peut pas faire grand-chose. Donc je ne pense pas que l'Iran puisse faire fonctionner ses proxys. S'il y a une attaque, ce sera une attaque directe de tir de missile de l'Iran vers Israël. Et dans ce cas, Israël ripostera et ciblera des sites qui feront très mal à l'Iran. J'ai écrit là-dessus un article. Ouais, intéressant en tout cas ce risque d'engrenage. Merci beaucoup, docteur Moshe Ben David, d'avoir répondu à nos 3 questions en direct ce soir. Alors, un autre sujet de préoccupation pour Israël ces jours-ci, c'est l'idée d'une vente d'avions furtifs américains F-35 à la Turquie, un matériel de pointe dont l'acquisition par Ankara pourrait bouleverser évidemment les équilibres stratégiques dans la région. Eh bien, Binyamin Netanyahou a donné son avis sur la question, avis tranché.
On parle d'un régime infiltré par les frères musulmans, un mouvement extrémiste qui nourrit une profonde hostilité envers les États-Unis et qui scande « mort à l'Amérique ». Je ne pense donc pas que les États-Unis devraient vendre à la Turquie des F-35 ni lui fournir des moteurs destinés à ses avions de chasse. Cela bouleverserait l'équilibre des forces au Moyen-Orient, un équilibre qui repose en grande partie sur la supériorité aérienne d'Israël et je pense également sur la posture des États-Unis au Moyen-Orient. Et la Turquie qui n'attend pas les avions américains pour renforcer considérablement ses moyens militaires, des ambitions de longue date, on le sait, du président Recep Tayyip Erdogan. Bonsoir Christopher Barolin. Et d'ailleurs, ce sommet de l'OTAN à Ankara, en ce moment, c'est l'occasion pour la Turquie d'exposer les pas de géant de l'industrie militaire locale. Oui, Ankara a organisé un forum rassemblant quelques-unes des 3500 entreprises qui œuvrent dans le secteur de la défense, dans l'industrie de la défense en Turquie. Recep Tayyip Erdogan veut convaincre les Européens de l'inclure dans l'architecture de défense européenne. Mais jusqu'à maintenant, la Turquie avait une image d'un partenaire assez toxique, peu fiable, peu fréquentable, notamment en raison de sa proximité avec la Russie, des ingérences en Syrie, en Libye, de sa confrontation plus ou moins avec la Grèce et de son occupation du nord de Chypre. Depuis, Ankara tente d'inverser la tendance et prétend soutenir l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe. Mais un système de défense russe reste encore sur le territoire turc et elle ne veut pas ou ne peut pas s'en débarrasser. Parmi les pays qui bloqueraient une plus grande coopération avec la Turquie, la France et l'Allemagne, selon certains experts. À l'inverse, l'Espagne, la Roumanie, la Pologne et l'Italie semblent avancer sur la route d'une plus grande coopération avec la Turquie. Selon un institut suédois, l'industrie de défense turque est la 11e mondiale avec une hausse de ses exportations de 48% en 2025 et pour cette année 2026, depuis le 1er janvier, la hausse est de 26%, mais évidemment on est à la moitié de l'année et les chiffres vont encore évoluer jusqu'à la fin de cette année 2026. Merci beaucoup Christopher Barolin. Et on se tourne vers un expert, le docteur Chai Ethan Cohen. Yana Rokak, bonsoir et bienvenue. Vous êtes spécialiste de la Turquie et chercheur au JSS. Mathias Idbar toujours avec nous. Pour revenir au F-35, docteur Yana Rokak, le pour, le contre, concrètement, ça changerait quoi des F-35 aux mains de l'armée turque pour la Turquie, pour les USA, pour Israël ? Tout d'abord, il faut dire qu'aujourd'hui, Israël et la Grèce ont la supériorité aérienne en Méditerranée de l'Est. Du point de vue turc, ils doivent agir pour rattraper ce retard. Lorsqu'on observe l'histoire de la guerre froide, on a toujours vu que les États-Unis s'est toujours assuré de préserver un équilibre entre la Grèce et la Turquie. Mais aujourd'hui, comme les Turcs sont achetés des systèmes S-400 de fabrication russe, les Américains les ont sanctionnés et c'est grâce à cela que les Grecs ont pu s'équiper de F-35. Bien sûr, Israël aussi a des F-35. À cause de la détérioration très nette des relations entre Israël et la Turquie et le fait que Israël ait acheté des F-35, c'est quelque chose qui inquiète Ankara. Donc du point de vue des Turcs, il faut rattraper ce retard pour restaurer l'équilibre des forces en Méditerranée orientale. Et c'est vrai qu'on parle d'équilibre, Mathias. Comment est-ce qu'on peut interpréter cette main tendue immense de Donald Trump à Erdogan ? Est-ce qu'il se trompe, Donald Trump, sur les ambitions du président turc ? Ah, ça, c'est une évidence. À partir du moment où le Recep Tayyip Erdogan ne cesse de critiquer Israël, il va beaucoup plus loin que critiquer. Il insulte Israël, il insulte Benjamin Netanyahou. Son ministre des Affaires étrangères a dit que le peuple juif est catastrophique pour l'humanité. C'est une sortie complètement antisémite. Lorsqu'il est présenté comme le nouvel Hitler, c'est Erdogan qui le présentait comme tel. On n'entend pas Donald Trump. Or, normalement, on pourrait attendre quand même d'un leader qui se présente comme le meilleur ami d'Israël de remettre Recep Tayyip Erdogan à sa place en lui disant « Monsieur Erdogan, vous vous présentez comme le nouvel Atatürk, vous n'êtes que le président de la Turquie, avec une inflation qui n'est pas bonne, avec une économie qui n'est pas bonne, gérez vos problèmes internes,
arrêtez de semer le trouble aussi en Syrie avec votre pion qui est Al-Shara et qui est un djihadiste lui-même. C'est ce qu'on attend d'un leader qui est ami. Et pour l'instant, comment on l'explique? Il est entouré de mauvais conseillers. Tom Barak, qui est l'ancien ambassadeur des États-Unis en Turquie, qui est le conseiller pour Donald Trump pour ce domaine-là, qui est très proche des frères musulmans. On a un J.D. Vance qui est complètement, pour l'instant, à contre-courant d'Israël. Ça fait beaucoup quand même. Lisez quand même la différence entre Marco Rubio, qui essaye tant bien que mal de remettre un petit peu sur pied la diplomatie américaine, mais Donald Trump n'y arrive pas. Ouais. Malgré tout, docteur Yana Rokak, on sait bien que rien n'est gratuit avec Donald Trump. Est-ce qu'il se sert aussi peut-être d'Erdogan? C'est-à-dire que cette vente, on sait qu'elle risque d'être bloquée par le Congrès. Qu'est-ce qu'il attend d'Erdogan, à votre avis, Donald Trump, aujourd'hui? En quelques mots. Je pense qu'il faut se focaliser sur la stratégie de Donald Trump. Trump, à chaque occasion, dit qu'il a une relation très forte avec le président Erdogan et qu'il croit en lui, et il définit les relations entre les États-Unis et la Turquie. Il dit que ces relations sont basées sur la personnalité d'Erdogan. Il ne cesse d'avoir des messages positifs à l'égard d'Erdogan. Alors lui, il dit qu'il est le bon policier, le good cop, comme on dit. Mais il sait très bien que quand cela sera présenté au Congrès, eh bien le Congrès sera le bad cop, le mauvais policier, et il ne pourra pas transférer les F-35 à la Turquie. Et alors, Trump pourra dire à Erdogan, moi aussi, mon pouvoir est limité. Nous avons une séparation des pouvoirs aux États-Unis. Ça n'est pas moi le problème. Le problème, c'est le Congrès. Donc, ne portez pas atteinte à nos relations. Et ce qui permettra à Trump de ressortir sans aucun déficit d'image. Et Erdogan ne pourra pas non plus punir Trump pour cela. Et c'est là, à mon avis, le jeu auquel il joue. Et si vous le permettez, juste une phrase. Très rapidement. Concernant la Syrie. J'ai entendu que Trump aurait pu demander à Erdogan de limiter l'influence turque en Syrie. Mais l'influence turque en Syrie, c'est quelque chose qui joue en faveur des Américains. Grâce à la Turquie, les États-Unis peuvent bénéficier du pétrole syrien qui est exploité par Chevron. Et si on parle d'un pays qui est en reconstruction, que pensez-vous que les Américains vont faire? Ils vont bien sûr en profiter et amener des entreprises. Donc Erdogan fait passer de l'argent aux États-Unis avec son intervention en Syrie, et les Américains doivent donner quelque chose en contrepartie. Eh bien, cette contrepartie, c'est la légitimité accordée à Erdogan. Et à chaque occasion, il dit à Erdogan que c'est un dirigeant fort. Et la deuxième chose, ce sont les F-35. Et j'espère que le Congrès va empêcher la transaction. Alors, on saura d'ici a priori quelques mois. Merci beaucoup à vous, Dr Chai Eitan Cohen, Yana Rokak. Voilà. Et puis, grâce à moi, la Turquie n'est pas entrée en guerre contre Israël. C'est Donald Trump qui l'a déclaré. On en vient à cette révélation surprenante, surtout dans ce contexte de tension constante entre la Turquie et Israël. C'est un médecin israélien qui aurait sauvé Recep Tayyip Erdogan, et oui, il y a quelques années. Vous allez nous raconter cela, Déborah Benayoun. Bonsoir, Déborah. Révélation d'un ancien porte-parole de l'hôpital Ichilov de Tel Aviv. Effectivement, bonsoir David. Tout cela d'ailleurs à la demande du Mossad. C'est une révélation faite dans une interview qui a été donnée à la chaîne israélienne 14. Selon Avi Shushan, donc l'ancien porte-parole de l'hôpital Ichilov, eh bien, le président turc aurait été sauvé par Israël. Avi Shushan a déclaré qu'un médecin israélien, alors il n'a pas donné le nom de ce médecin, mais en tout cas que ce médecin aurait été envoyé en Turquie au nom de l'État d'Israël avec l'autorisation du Premier ministre Benyamin Netanyahou pour sauver donc le président turc alors qu'il souffrait
souffrait apparemment d'un cancer. L'ancien porte-parole de l'hôpital Ichilov a même déclaré à l'attention de Donald Trump, je cite, « Trump, écoute bien, l'homme qui se tient à côté de toi est vivant et respire grâce à un juif, grâce à un Israélien, grâce à Benjamin Netanyahou et grâce à David Barnea. Et aujourd'hui, cet homme nous menace. » Alors il faut savoir quand même que cette histoire avait déjà été révélée dans les médias et notamment sur Ynet en 2022. À l'époque, il y avait beaucoup de rumeurs qui circulaient sur l'état de santé d'Erdogan après la publication de vidéos qui le montraient marchant difficilement, notamment lors d'événements officiels. Et puis, c'est aussi à cette période que le président israélien Yitzhak Herzog était venu en visite officielle en Turquie, une visite qui avait été qualifiée d'historique, qui avait eu lieu en mars 2022 et au cours de laquelle il avait rencontré Recep Tayyip Erdogan. Cela faisait une décennie qu'il n'y avait pas eu de visite d'un représentant israélien aussi haut placé. Et cette visite, elle aurait pu marquer un tournant majeur dans les relations entre Israël et la Turquie. Mais depuis le 7 octobre 2023, eh bien, le président turc a multiplié les déclarations assassines contre Israël et contre le Premier ministre israélien. Et on en voit le résultat aujourd'hui. Merci beaucoup, Déborah Benéoun. Et comme le disait à l'instant Mathias Inbar, Israël avait aussi sauvé Sinwar. Il ne faut pas l'oublier. Et aussi les petits-enfants de Haniyeh. Les petits-enfants d'Ismaël Haniyeh. On connaît la suite, malheureusement. Allez, encore une phrase de Donald Trump. Et là, on avoue qu'on est vraiment désorienté par le président américain. En parlant du Liban, il a laissé entendre qu'Israël allait quitter le sud Liban. Alors quand, pourquoi, comment? Aucune réponse. Alors qu'un terroriste du Hezbollah a été éliminé et un autre capturé à Bin Jebel, un chien d'unité cynophile Oketz de Tsahal, a été également tué. Mathias, apparemment également un chef de l'unité Radouane qui a été capturé ce soir par Tsahal. C'est bien ça. En tout cas, voilà le front iranien qui se réchauffe, le front libanais aussi, en écho quasiment. Parce que le Hezbollah, et on ne cessera de le rappeler, et je vais être très rapide, le Hezbollah suit les ordres de l'Iran. Même si le Hezbollah est embourbé dans une boue libanaise, le Hezbollah va titiller les soldats israéliens, et c'est la raison pour laquelle eh bien, ils vont tenter des coups. C'est intéressant, cette arrestation de son vivant, parce que ce dernier va parler, va donner des indications extrêmement importantes sur la manière dont la force Radouane se compose actuellement, pas il y a 6 mois ni 1 mois, maintenant, depuis le cessez-le-feu, quelle recomposition, quelle réorganisation. Et là, c'est important parce que ça donne un puits d'informations à Tsahal. En tout cas, pas de départ imminent, comme le dit Donald Trump du Sud-Liban. C'est très important. Il dit « they will ». They will, vous savez, en anglais, they will, ils partiront, ça peut être demain, après-demain, dans 2 mois, dans 3 mois. Il a tout de suite été corrigé par Marco Rubio, son secrétaire d'État, en disant ce qui est important pour Israël, c'est sa sécurité. Or, on sait, cet accord prévoit, s'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de retrait. Effectivement, ça a été conclu il y a quelques jours à Washington. Merci beaucoup, Mathias Inbar, pour tous ces éclairages. Ce soir, allez, encore pas mal d'actualités cette fois. Ce sera en accéléré, l'Infochrone. Aussi figuré sur l'interminable liste des terroristes du 7 octobre. Mohamed Imad al-Rahman Abu Taïma, chef d'une cellule de la force Nourba du Hamas, a été éliminé par Tsahal. Il avait participé à l'attaque contre le kibbutz Nirim. L'armée israélienne affirme qu'il œuvrait également ces derniers mois à préparer de nouvelles attaques terroristes et à recruter de nouveaux membres pour le Hamas. Il a péri lors d'une frappe aérienne ciblée. Nouvelle démonstration d'inventivité des contrebandiers opérant vers la bande de Gaza. Parmi les 1001 façons de faire passer illégalement des marchandises, voici la méthode ananas. Prenez quelques centaines de ces fruits exotiques, ouvrez-les, videz-les en conservant l'écorce et puis remplissez le tout de cigarettes par milliers. Ce sont les agents de l'autorité des passages du ministère israélien de la Défense qui ont finalement découvert la fraude. La cargaison avait été achetée par une entreprise israélienne autorisée à opérer dans le cadre du mécanisme d'aide humanitaire du secteur privé. Elle devait rejoindre le point de passage de Kerem Shalom avant d'entrer dans la bande de Gaza. La société en question a été immédiatement suspendue. L'Irlande va plus loin dans sa politique anti-israélienne. À Dublin, le Parlement a adopté hier un projet de loi qui interdit désormais l'importation de produits issus des implantations israéliennes en Judée-Samarie et dans la partie est de Jérusalem. Le texte vise les produits agricoles, commerciaux, manufacturés, issus de ces territoires. Il avait été présenté au Parlement en novembre 2025 et à l'époque, le département d'État américain avait exprimé ses inquiétudes, estimant qu'il pourrait affecter négativement les entreprises américaines opérant en Irlande. En 2024, l'Irlande avait déjà reconnu un État palestinien rejoignant des pays comme l'Espagne ou la Norvège.
Qu'en dira Nicolas Maduro depuis sa prison? La mission d'aide israélienne restera 2 semaines supplémentaires au Venezuela, et cela à la demande de la présidente par intérim, Delcy Rodriguez, et avec l'accord de Binyamin Netanyahou. On parle évidemment des suites du double séisme meurtrier, une demande qui a été formulée lors d'un échange diplomatique direct entre Delcy Rodriguez et Gideon Sa'ar, chef de la diplomatie israélienne. L'objectif de cette prolongation, c'est de commencer la mise en œuvre du plan national de reconstruction qui a été élaboré par des experts israéliens. Déjà le 4e volet de notre série spéciale consacrée au bilan des 1000 jours de guerre imposés à Israël depuis le 7 octobre, le dossier de la semaine. Et nous revenons ce soir au cœur du pays, là où bat le pouls de la nation, le front intérieur et la Judée-Samarie. Depuis bien avant ces 1000 jours, l'Iran cherche à y attiser les foyers de violence terroristes dans l'espoir de déclencher une nouvelle intifada. La tactique, entre autres, inonder les territoires d'armes de contrebande. Alors comment Israël, ses forces de sécurité, sa société, son économie résistent à cette pression de chaque instant? Début de réponse avec Christopher Barolin. C'est un front silencieux mais qui reste sous tension et dans le viseur de l'armée israélienne. Durant ces 1000 jours de guerre depuis le 7 octobre, des milliers d'opérations antiterroristes ont été menées par l'armée israélienne en Cisjordanie, Judée-Samarie. Jenin, Tulkarem, Naplouse, plusieurs infrastructures terroristes ont été détruites. Dépôts de munitions, usines de production d'explosifs. La frontière jordanienne est elle aussi observée de près. Longue de plus de 400 km, elle est devenue un enjeu majeur face aux tentatives iraniennes d'y faire transiter des armes de contrebande. Des tentatives contrées par l'armée israélienne. Quant à la société israélienne, malgré des centaines de nuits marquées par les alertes, les tirs de milliers de roquettes, de drones, de missiles depuis l'Iran, la bande de Gaza, le Liban ou le Yémen, malgré quelques tensions politiques internes, la résilience reste ferme. Le tourisme et l'économie du pays ont évidemment été impactés, le déficit s'est creusé, mais le shekel reste fort. La haute technologie israélienne reste un moteur et attire toujours les investisseurs internationaux. Et les réservistes mobilisés depuis 1000 jours quittent petit à petit l'armée pour reprendre un autre combat, celui de redresser l'économie israélienne. Et derrière les données économiques, il y a des histoires de solidarité extraordinaires qui expliquent aussi pourquoi le pays tient. Bonsoir, rebonsoir Christopher Barolin, petit tour d'horizon avec vous de ce tissu social unique. En effet, puisqu'on parle du taux de présentation des soldats réservistes dans leur base militaire, le pourcentage de soldats qui se sont présentés pour aller participer aux activités militaires israéliennes, un taux record de 130%, voire même 150% dans certaines unités d'élite. Et si ce chiffre dépasse les 100%, c'est parce que certains soldats se sont présentés à leur base militaire sans même avoir été appelés, sans avoir reçu un ordre de mobilisation. On se souvient parfois d'images de centaines de personnes réunies dans des avions le 7, le 8, le 9, le 10 octobre 2023 pour rejoindre les rangs de l'armée israélienne. À cela s'ajoutent ces nombreux événements de volontariat tout autour du pays. Je me souviens encore de scènes sur le port de Tel Aviv au nord de la ville alors qu'il y avait encore des alertes, mais des dizaines de personnes s'étaient mobilisées pour récolter de la nourriture, pour récolter des vêtements, notamment pour les victimes des massacres du 7 octobre qui avaient perdu leur maison, évidemment, ce jour-là. Des dizaines de volontaires qui, pendant des mois, se sont présentés pour les aider, pour aider également les agriculteurs du Sud quand la situation sécuritaire l'a permis, pour aller participer aux récoltes alimentaires dans ce secteur. Et puis la tech israélienne a aussi créé des fonds d'urgence pour soutenir soit les réservistes qui devaient quitter leur poste et leur famille, soit aider les autres startups. Une cohésion qui a duré des mois avec ces messages que vous voyez, ces messages Beyachan et Natsear, ensemble nous vaincrons, qui ont été diffusés à la télévision, qui ont été diffusés sur des panneaux publicitaires dans les rues. Ça a duré comme ça pendant plusieurs mois ici en Israël, avec donc cette résilience qui est restée forte durant ces 1000 jours. Merci beaucoup Christopher Barolin. Alors, solidité de la société, sécurité intérieure. Pour ces questions, on se tourne vers le colonel de réserve de Tsahal, Alon Eviatar. Bonsoir et merci à vous, ancien conseiller de cette unité Kogat, expert des affaires palestiniennes. Alors, on vient de le dire, Israël qui parvient à contenir le terrorisme dans les territoires, mais on voit que la menace, elle est permanente, en partie du fait de l'Iran. Contenir, vous pensez que c'est tout ce qu'on peut faire pour l'instant, à défaut d'enrayer définitivement la violence terroriste ?
Bonsoir. Tout d'abord, je pense que ce que Tsahal et les forces de sécurité font en Judée et Samarie, ça n'est pas juste contenir les activités terroristes, c'est différent de ce qu'on a vu par le passé, ce qu'on voit ces derniers mois. C'est une activité offensive, c'est l'armée qui prend l'initiative, l'armée, le Shabak, les gardes frontières dans zone urbaine. Tsahal n'attend pas qu'il y ait des attentats ou des évolutions ou qu'on voit apparaître des infrastructures terroristes. Ce qui guide aujourd'hui les forces de sécurité, l'armée et le Shabak, c'est d'avoir l'initiative. Chaque nuit, il y a des opérations, des interpellations de dizaines de Palestiniens sur la base de renseignements. Ils n'interviennent pas là où ça n'est pas nécessaire. Mais en général, ce qu'on voit, c'est un mode opératoire qu'on appelle tondre le gazon. C'est une métaphore qui veut dire que lorsqu'on a des renseignements, quant à des activités essentiellement du Hamas d'ailleurs, par exemple dans le secteur de Jenin ou dans la région de Hébron, c'est essentiellement donc dans le nord de la Samarie et le sud de la Judée, lorsque on a des activités ou des tentatives d'activistes du Hamas, notamment certains qui ont été libérés dans le cadre d'accords de libération, eh bien on voit des activités offensives de la part de l'armée israélienne, des interpellations d'activistes du Hamas et aussi une présence militaire et des services de renseignement dans des secteurs où Tsahal, il y a 2 ou 3 ans, n'entrait pas. Je parle essentiellement des camps de réfugiés, les Kasbahs, c'est-à-dire les centres des villes, et des lieux qui servaient comme infrastructure pour le Hamas. En conclusion, on voit une des opérations intensives de Tsahal et du Shabak, ce qui a fait baisser de manière spectaculaire l'intensité des actions palestiniennes ces dernières semaines, malgré la tension qui continue d'exister, malgré les frictions entre les populations, malgré aussi la violence de certains Israéliens dans certains secteurs. On voit qu'il y a une baisse de capacité de la part des organisations terroristes palestiniennes. En tout cas, c'est beaucoup moins facile qu'avant la guerre. Et je crois que, de manière générale, après plus de 1000 jours de combat, la situation en Judée et Samarie reste tendue. Cette situation est toujours tendue. Le Hamas essaie de mener à l'escalade, mais les organisations terroristes ont du mal à perpétrer des attentats en Judée et Samarie et sur le territoire israélien, essentiellement grâce aux initiatives des forces de sécurité israéliennes. Effectivement, l'immense travail de Tsahal dans les territoires. Et puis, comme vous l'avez dit, ne pas oublier que le Hamas n'est pas uniquement dans la bande de Gaza. Merci beaucoup à vous, colonel Alon Eviatar, pour cette analyse. Petite parenthèse politique, c'est le parti pris de cette édition. Parce qu'on entend beaucoup parler d'unité ces temps-ci, notamment au centre et à gauche, avec ces nouveaux partis qui promettent de restaurer la concorde au sein de la société israélienne. Est-ce vraiment nécessaire? Quelle définition de l'unité? Et à qui la faute pour ces divisions de ces dernières années? Bonsoir Jonathan Serrero, analyste et reporter. Jonathan, trop beau pour être vrai, tout ça. Alors le mot unité, on va l'entendre à tort et à travers lors de cette campagne électorale, notamment après ce qui s'est passé le 7 octobre et ce qui a suivi ce 7 octobre 2023. Mais je pense que pour ambitionner, défendre l'unité et espérer rassembler le plus d'électeurs possible autour de cette valeur d'unité, il faut incarner 2 valeurs, à savoir la fidélité à ses convictions et la fidélité à son parti politique. Et l'autre valeur, c'est l'exemplarité auprès de ses électeurs et auprès du service et de la tâche confiée par ses électeurs. C'est ce qu'a voulu dire un peu David Zini, le chef du Shin Bet, mais ça c'est un autre sujet. Je vais vous prendre un exemple footballistique. Lorsqu'on voit Léo Messi, il y a de la fidélité envers son équipe
et il y a une exemplarité sur le terrain et en dehors du terrain. On l'a vu hier soir. Pour comprendre, et on l'a vu encore hier soir. Or, malheureusement, David, l'ensemble des personnalités politiques qui entendent défendre cette valeur d'unité n'ont pas brillé par la défense de leurs convictions profondes. J'en veux pour preuve Naftali Bennett, qui a foulé aux pieds ses propres convictions en s'associant avec un parti arabe de la Knesset, Yoaz Hendel, qui vogue de parti en parti depuis déjà de nombreuses années, encore Yuli Edelstein, qui a osé voter contre le parti du Likoud à la Knesset. Il y a une autre valeur qui est, à mon avis, cardinale pour défendre cette notion d'unité, c'est être prêt à faire des concessions sur ses propres valeurs. Et on le voit dans toutes les enquêtes d'opinion, un électeur de droite n'est pas prêt à voir Gadi Eisenkot Premier ministre, un électeur de gauche n'est pas prêt à voir Benyamin Netanyahou continuer au poste de Premier ministre. Ce n'est qu'un exemple. Il y a les questions de réforme judiciaire, là aussi, il y a des avis divergents. Il n'y a qu'un seul homme qui a osé l'unité nationale autour d'un même gouvernement, c'est Benyamin Netanyahou, avec Ehud Barak, avec Tzipi Livni, avec Yair Lapid, avec Benny Gantz, mais aussi avec Gadi Eisenkot. Très récemment, c'est le seul qui a osé former ce gouvernement d'union nationale. Vous le voyez, le chemin est encore long vers l'unité. Pourtant, l'unité est essentielle face aux menaces qui se présentent devant le peuple d'Israël et pour répondre à cet ennemi qui a profité de nos fractures le 7 octobre 2023. Qui parviendra à incarner cette unité? Merci beaucoup pour ce parti pris. Jonathan Serrero, allez, on revient à la crise qui couve donc au Moyen-Orient et cette fois-ci sous l'angle de l'économie. Réaction immédiate, il fallait s'y attendre des marchés avec un pétrole en hausse, avec un dollar plus fort et avec un recul des indices à Tel Aviv, tandis que les tensions autour d'Ormuz ne font que nourrir la prime de risque mondiale. La Banque d'Israël signale aussi d'ailleurs une intervention sur le marché des changes. Avec nous, pour mieux comprendre ce soir, le docteur Jacques Bendelak. Bonsoir et merci. Vous êtes docteur en économie, spécialiste de l'économie israélienne et auteur de l'ouvrage qu'on va peut-être apercevoir, Juifs et Arabes israéliens, aux éditions Auteur du Monde, qui est paru récemment. Est-ce que le marché mondial, d'abord, serait déjà en train de reproduire, vous pensez, à un début de mini-choc pétrolier, ou bien on parle plutôt d'un simple réflexe passager, réflexe de panique? Oui, c'est plutôt un réflexe instinctif, j'allais dire, de la part des investisseurs qui ont tout de suite... vous savez, les investisseurs, ils ont reçu une douche froide sur la tête parce qu'ils ne s'attendaient pas tellement à la reprise de la tension. Et donc, ils ont retiré leur argent des places financières. Et donc, on a vu effectivement les bourses chuter, y compris à Tel Aviv, et ils ont acheté du dollar parce que c'est encore une valeur refuge. Et donc, c'est une réaction, j'allais dire, normale lorsqu'il y a un conflit comme ça qui n'était pas prévu, qui nous tombe dessus, et une situation qui va durer selon, bien sûr, la reprise ou pas du cessez-le-feu. Ouais, effectivement. Et alors, le dollar qui se transforme face au shekel, c'est la tendance inverse de ce qu'on a observé ces derniers mois. Comment vous l'interprétez? Est-ce que c'est une fuite vers la sécurité, donc un dollar un petit peu valeur refuge, ou c'est plutôt le début d'une pression qui est plus large sur la majorité des devises maintenant, hors dollar? Alors, je crois que pour l'instant, il s'agit du dollar qui est considéré comme une valeur refuge en ce début de conflit. Et donc, les investisseurs se précipitent massivement pour acheter du dollar. Et donc, si le dollar monte, c'est très bien pour l'économie israélienne, parce que le shekel était un petit peu trop fort ces dernières semaines, et que si le shekel baisse, ce n'est pas parce que l'économie israélienne va mal, c'est parce que le dollar dans le monde a tendance à augmenter ces derniers jours. Donc je crois que, j'allais dire que la bonne nouvelle, entre guillemets, pour l'économie israélienne, c'est que la montée du dollar de ces 24 heures va effectivement faire baisser un petit peu le shekel et ça va effectivement soutenir les exportations, ça va permettre à l'économie israélienne de se remettre sur les pieds pendant quelques jours. Ouais, donc c'est mécanique, effectivement, ça soulage sans doute des exportations israéliennes, comme vous le dites. Merci beaucoup, docteur Jeanne Bendelak. Je vais rappeler votre ouvrage, on va le voir cette fois-ci, Juifs, voilà, et Arabes israéliens, aux éditions Auteur du Monde, qui est paru donc très récemment. Merci encore à vous.
Également au chapitre éco, le sommet mondial de l'intelligence artificielle qui est organisé à Paris, la Race Summit 2026, soirée d'échange qui est organisée par Challenge Lab entre sociétés israéliennes, françaises et européennes dans le 2e arrondissement de la capitale. Et on y retrouve tout de suite Anna Papiashvili qui est présente. Bonsoir Anna. Alors objectif de l'événement, vous allez nous dire, c'est faire le lien entre l'excellence israélienne et puis les grands groupes français, européens. Oui, parce que l'intelligence artificielle est arrivée en Israël bien plus tôt que dans d'autres pays européens, notamment par exemple la France. C'est pour ça que cet événement, en marge de ce sommet, vous l'avez dit, sur l'intelligence artificielle, le Raise Summit 2026, est organisé par donc Yossi Dan, le CEO de Challenge Lab, parce que lui, ce qu'il souhaite, c'est donc de faire rencontrer cette excellence israélienne avec ici, juste derrière moi, vous voyez, des intervenants en anglais qui sont écoutés par des investisseurs français, cette excellence donc israélienne avec des sociétés françaises et européennes. Il est là à côté de moi, donc il va nous l'expliquer encore mieux. Bonjour Yossi Dan, bienvenue ici sur i24 News. Alors vous allez nous dire un peu plus exactement, il y a qui ce soir, parce qu'il y a des stars, des célébrités dans le domaine de l'intelligence artificielle. Oui, c'est vrai, on a la chance cette année en 2026 d'avoir 4 scale-up et aussi des startups israéliennes. Donc elles viennent au Race Summit, elles sont intéressées à rencontrer non seulement les grandes entreprises françaises, mais aussi de plus en plus de rencontrer ici les gens qui viennent du monde entier. Donc moi je crois beaucoup justement à Paris, je crois beaucoup à Paris pour la Israeli Tech, pas seulement par rapport au business. Alors je traduis, pourquoi Paris pour la tech israélienne? Voilà, je suis bilingue anglais. Non seulement parce qu'il y a des grandes entreprises en France qui sont intéressées et qui sont clientes de ces entreprises start-up israéliennes, mais aussi parce qu'à Paris viennent aujourd'hui à Raise 3000 Américains, 3-4 000 Européens et le reste, ce sont des Français. Et là, ce soir, nous avons l'événement France, Europe, Israel and the Future of AI, le futur de l'IA. On a eu Inon Kostika qui est le cofondateur de Wiz, qui a été vendu 32 milliards de dollars à Google, le plus grand achat de tous les temps d'une start-up, en attendant qu'un autre vienne. Nous avons aussi là maintenant on stage 3 grandes entreprises israéliennes et une française qu'on met ensemble et qu'on fait parler autour de l'IA, autour de la data, autour de la sécurité. Et juste après, on va finir avec quelques startups qui sont plus en early stage, qui sont plus au début de leur travail. Et elles viennent ici parce qu'elles veulent connaître le client et qu'il n'y a rien de mieux que de venir pour faire des meetings et rencontrer des gens. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Voilà David, là la conférence continue. Je vais y entrer pour écouter un peu et connaître cette intelligence artificielle venue d'Israël. Voilà, le futur de l'IA à Paris donc et avec Israël. Merci beaucoup. Anna Papiashvili depuis Paris, 2e arrondissement. Allez, un mot de l'émigration vers Israël. L'Alia, thème d'actualité. C'est une tradition, la cérémonie de remise des cartes d'identité israéliennes, Teudat Zehut, pour des jeunes venus de France et en terminant leur année d'intégration via le programme Massa, événement qui se déroulait hier à Jérusalem à l'initiative du CNEF, du Global Center de l'Agence juive et des ministères israéliens de l'Intérieur et de l'Intégration. On va en parler ce soir avec Sam Kadosh. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur du CNEF, justement. Quelques mots d'abord sur ce programme d'intégration, c'est du sur-mesure, si on comprend bien, pour les jeunes qui viennent en Israël juste avant leurs études supérieures. Bonsoir David, oui, exactement. À l'initiative du CNEF, c'est vraiment donner une facilité à ces jeunes qui, depuis 1 an, sont en Israël, connaissent le pays, apprennent l'hébreu et qui vont, à la fin de ce programme, c'est-à-dire maintenant, au mois de juillet, ont décidé l'année prochaine de ne pas rentrer dans les études supérieures, mais de donner au pays et de faire un service national. Et pour cela, on a décidé, et déjà c'est la 13e édition, de vraiment les aider à tous les obstacles que ces filles rencontrent dans les différents ministères, dans les procédures avec l'armée, d'accélérer le processus et de faire tout pour qu'au 1er septembre, elles puissent commencer leur service national. Alors vous le dites, 13e édition. Est-ce que vous avez le sentiment que ce mouvement d'Alia, cet engouement pour Israël de la part des jeunes, il s'est amplifié ces dernières années ?
Alors oui, je pense que là, c'est-à-dire, on vient de passer toute cette période de la guerre. Il y a environ 2 semaines, il y avait un salon d'Alia organisé avec l'Agence juive. Nous-mêmes avons envoyé une personne de notre bureau à la rencontre des jeunes et des parents, ce qui est toujours très important, parce que je pense que là, on est à la croisée des chemins. Le bac est fini. Il y a encore beaucoup de gens qui se posent des questions. Et il faut qu'ils se posent des questions. Et donc, jusqu'au mois d'octobre, on a la possibilité, vous avez la possibilité de poser des questions et de pouvoir choisir encore un programme, que ce soit un programme Massa, que ce soit des programmes qui sont proposés par le ministère de l'Intégration. Et c'est très important. Et on voit déjà qu'il y a beaucoup de programmes, qu'il y a une augmentation des chiffres. On était aussi, il y a 2 jours, à accueillir tout un avion. Il va en avoir pendant tout l'été des avions de Olim qui arrivent en Israël. C'est la période pour encore vraiment finir, se poser des questions, pas venir en un coup de tête. Il y a assez d'organisations, que ça soit institutionnelles ou comme les associations, comme le CNEF, qui sont là pour répondre à toutes les interrogations. Ouais, donc on connaît l'adresse maintenant pour avoir les bonnes réponses. Le mot de la fin, Sam Kadosh, plus d'excuses pour ne pas venir commencer ses études en Israël, en quelques mots. Je crois que quand on connaît, sans faire quand on connaît le système israélien, quand on connaît ces universités, et pas simplement ces universités, quand on connaît toutes ces écoles supérieures et quand on voit l'ambiance qu'il y a en Israël, on ne vient pas simplement pour les études, c'est important les études, mais je crois qu'aujourd'hui, pour toute la diaspora, bien sûr qu'on peut étudier aux États-Unis, en France, etc., mais ici, on étudie et en plus, on agit sur un pays et toute l'influence que ces gens étudieront aura une influence sur tout le peuple d'Israël. Vous parliez il y a 1 minute de la high-tech, de l'intelligence artificielle. On le voit bien avec nos grandes universités, avec le Technion. Voilà, c'est parti évidemment de l'avenir. Voilà, merci malheureusement Santiana, mais merci beaucoup Sam Kadosh d'avoir été avec nous ce soir. Voilà, Océane Nicole vous attend pour ça ce débat pour revenir sur les développements brûlants évidemment au Moyen-Orient. Très bonne soirée sur iTunes.